D12. D12 de Pierrot Atubé sur 105.5. Dimanche 11 octobre 2020, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour 1h30 d'émission. La semaine s'achève, elle aura été bien riche en événements et donc en petites phrases et déclarations, certaines attirant plus les attentions que d'autres. Sur le premier registre, Nathaniel Olympio s'est demandé si le nouveau gouvernement est vraiment sérieux. Sa question faisait suite à une importante annonce d'un des porte-parole du gouvernement. Selon le ministre Christian Trimois, 200 000 emplois ont été créés depuis le lancement du programme national pour le développement et l'épanouissement des masses laborieuses au Togo. Le ministre de l'Habitat, Kofi Tcholenyanou, a rappelé le projet de construction de 20 000 logements sociaux. Ces annonces viennent en réalité renforcer la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Victoire Dogbeto-Began s'est réjoui de la réduction considérable du taux de pauvreté au Togo. N'est-ce pas ces chiffres qui ont incité l'ancien ministre Charles Kondi Agba à insister une nouvelle fois que les Togolais mangent à leur faim? Ces nombreuses assurances sont portées par le pouvoir. Mais quelle est la vérité du terrain? Le quotidien du Togolais rime-t-il désormais avec bien-être et prospérité partagée? Les Togolais ont-ils plus confiance en leurs dirigeants? Les actuels dirigeants ne sont pas seuls. Le pouvoir à la base est désormais partagé. Cette semaine, Jean-Pierre Fabre de la NCA fait le bilan d'un an de gestion de la commune Golfe 4. Brigitte Adiamago-Johnson a permis le renforcement de la capacité des conseillers municipaux de la CDPA. Le Togo de demain serait-il en train d'être dessiné? En 1990, aux premières heures des combats des forces démocratiques, les objectifs portaient sur l'alternance au sommet de l'État. Lundi dernier, ces forces, en célébrant le 30e anniversaire du soulèvement du 5 octobre, ont pu mesurer le chemin parcouru et les défis qui restent à relever. Ainsi, les avocats Zessa Javon, Diovi Gali et Jean Degli ont écrit à Fagna Singbe. Après 8 ans de règne du père, après 15 ans de pouvoir du fils, la question du changement reste partagée, notamment par l'Alliance nationale pour le changement. Ce samedi, le parti a célébré ses 10 ans. Ce samedi, les 10 ans ont été conviés en conseil national tenu à Lomé. Quelles ont été les grandes décisions de ce conseil après la déroute de son candidat à la dernière élection présidentielle? La remobilisation annoncée sera-t-elle une tâche facile? On a pu, par exemple, cru le dossier Pétrole-Gate facile. Le procès ouvert va de report en report. Nouveau report cette semaine. Les mystères autour des commandes du pétrole au Togo finiront-ils par être dévoilés? Le Togo, c'est aussi le coronavirus, la journée mondiale contre la peine de mort et le mois de la consommation locale. Notre invité est Éric Dupuis, conseiller spécial du président national, porte-parole et chargé de communication de l'ANC. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric Freitas est à la mise en onde technique. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Atiobé. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous savez, ça fait 8 mois de silence. On sort de 8 mois de silence et d'une longue journée de travail. Hier, de 6h30 jusqu'à 23h30, on a beaucoup travaillé. Vous savez, je suis un peu fatigué, mais j'ai répondu à votre appel par respect pour vos auditeurs, que je salue d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous avez sans doute manqué à ces auditeurs parce que vous faites partie de ceux qui ont l'habitude de répondre favorablement à nos sollicitations. À votre âge, où est-ce que vous puisez encore les ressources nécessaires pour être là? Parce que, selon les indiscrétions, vous êtes personnellement impliqué dans les préparatifs de ce conseil qui a eu lieu. Et puis, ce matin, vous êtes là à notre rendez-vous. L'énergie vient de ce que je crois en ce que je fais. Quand on a la foi, quand on croit à ce qu'on donne, à ce qu'on veut donner, on trouve toujours de l'énergie. Je crois en ce peuple, le peuple togolais, que j'aime profondément et j'espère que vous parlez de mon grand âge. J'espère que je verrai l'alternance politique dans ce pays avant de quitter ce bas monde. Ça fait plusieurs dizaines d'années que je me bats pour cela. Je continuerai à me battre pour cela jusqu'à mon dernier souffle. Et puis, j'espère que dans très peu de temps, le peuple togolais sera délivré et je pourrai alors aller me reposer. Mais quand on dit dans très peu de temps, certains font cette comparaison en parlant du Togo un peu à Jésus qui revient bientôt. Ça fait quand même des milliers d'années que c'est annoncé. Et ce que vous venez de dire,
l'alternance, quand on la verra bientôt, c'est porté et c'est dit par plusieurs leaders, vous-même, depuis des années. Mais finalement, c'est pour quand? Non, mais vous savez, c'est difficile de dire l'alternance viendra avant la fin de l'année ou dans quelques jours. Il faut arrêter de tromper les populations. Travaillons, mobilisons-nous pour essayer de mettre en place les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir obtenir cette alternance. C'est un vœu de la part de tout le peuple togolais. Et d'ailleurs, les évêques togolais l'avaient dit dans l'une de leurs lettres pastorales, c'est un droit humain d'exiger l'alternance politique. On ne peut pas admettre que une seule personne, une seule famille régente un pays depuis plus de 50 années, voire 60 années bientôt. Ça devient malhonnête, ça devient difficile à accepter. Donc, moi je crois que la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés, nous devons la poursuivre. Nous devons la poursuivre. D'ailleurs, c'est le thème du Conseil national de l'ANC. Poursuivons la lutte avec rigueur et dans la vérité. Avec rigueur, c'est-à-dire que tous les jours nous devons remettre le travail sur la table, nous devons réfléchir à l'améliorer, nous devons trouver des partenaires, des populations, des jeunes cadres pour qui nous rejoignent, pour que nous soyons beaucoup plus nombreux, plus forts pour continuer cette lutte. Dans la rigueur, c'est-à-dire que tous les jours nous devons veiller à ce que la qualité de notre travail soit comprise, soit appréciée par nos populations. Et dans la vérité, c'est-à-dire que en essayant de dire la vérité, la pure vérité. Vous savez, quand je dis essayer, quand je dis essayer, c'est très important parce que c'est difficile. C'est difficile de dire la vérité dans notre pays. Quand vous dites la vérité, on vous critique, on dit que vous n'avez pas, il y a des choses que vous ne devez pas dire. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Éric Dupuis, nous parlerons du Conseil national dans un instant. Nous sommes en train d'ouvrir cette émission comme ça, avec le silence dans lequel vous étiez depuis quelque temps. Vous avez décidé finalement de rompre ce silence. En réalité, on a compris que c'est quand même finalement un décret, puisque plus personne au niveau de l'ANC n'intervenait sur les médias, notamment sur les radios, les télévisions. Ah non, c'est une décision du parti. C'est le parti qui a décidé au lendemain de la présidentielle du 22 mars dernier de ne plus communiquer. Ça ne veut pas dire que le parti ne travaillait plus. Le parti a continué à travailler à travers ses structures. On se réunissait régulièrement, 3-4 fois par semaine. On essayait de voir, d'analyser la situation. C'est tout simplement parce que nous ne voulions pas rajouter à cette ambiance délétère qui a régné jusqu'à maintenant. Ouvrir un débat qui ne ferait que compliquer la situation ou semer le doute dans la tête des populations, nous avons jugé que le silence est un autre moyen de communication et peut-être un moyen plus important que la communication sur les antennes. Est-ce que c'était pas un silence coupable? Pourquoi un silence coupable? Parce qu'à un moment donné, quand même, certains ont réclamé que vous interveniez dans le débat, parce que le Togo... Mais comment voulez-vous intervenir dans un débat qui est déjà pollué à la base? Vous savez, quand il s'agit d'un débat de marigot, si vous descendez dans le marigot, ça veut dire que vous-même, vous êtes dans cette ambiance-là. Il faut prendre de la hauteur et garder le silence. Les sages, parfois, se taisent pour observer et choisissent le moment propice pour pouvoir parler. C'est le cas de l'ANC. Quand vous parlez de débat de marigot, est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau, mais ce qu'on a connu cette année, j'avoue que moi je ne l'ai jamais connu. Ce niveau de débat où le dénigrement, les mensonges sont devenus le pain quotidien de certaines personnes, je suis malade de voir jusqu'où on peut aller au nom d'une certaine politique.
On a eu l'impression autour de 2020 que c'est l'histoire qui se répétait ou qui revenait un peu en 2020 parce que depuis le début du processus démocratique au Togo, déjà au sortir de la passée cette année, et renforcé par la présence des réseaux sociaux qu'on n'avait pas au début des années 90, on a eu l'impression que c'est juste l'histoire qui se répétait parce que au temps de Kofigo déjà au début des années 90, il y a eu beaucoup de combats autour de sa personnalité. Et puis après, j'ai écrit sur Olympio, et certains ne l'ont pas vraiment soutenu. Et puis après, il y a eu Boba Kitani, et puis après, il y a eu Jean-Pierre Fabre, et puis cette année, il y a Aguilera Kodjo. C'est un peu comme si il y a une malédiction qui poursuit le Togo. Oui, il y a certainement une malédiction, parce que nous avons du mal à accepter que quelqu'un puisse porter l'alternance. Tout le monde veut tirer le drap vers lui. Ce n'est pas condamnable en soi, mais ayons l'honnêteté de dire que le niveau que nous avons atteint cette année en termes de dénigrement, de mensonges, au nom, on est dimanche, je ne veux pas polémiquer sur certaines choses, je me tais là-dessus. Au nom du Saint-Esprit, je dis que c'est difficile. C'est difficile à comprendre. Moi, je suis chrétien, je suis catholique pratiquant. J'ai du mal à dormir la nuit quand on arrive à ce niveau de méchanceté d'homme. On a critiqué Kofigo, on a critiqué Jean-Pierre Fabre, on a critiqué Gilles Olympio, on a critiqué Agboibo, paix à son âme. Mais à ce niveau de pourrissement dans le langage politique, je ne pense pas que le Togo l'ait jamais atteint. Et tout à l'heure, vous avez signalé un élément nouveau dans ce débat, c'est les réseaux sociaux. Il y a des spécialistes de désinformation sur les réseaux sociaux. Les fake news deviennent le pain béni de certaines personnes. On invente, on balance, ainsi de suite. Mais je ne sais même pas comment. Est-ce que c'est pas devenu le propre de tous les camps politiques issus notamment de l'opposition? Je ne pense pas. Non, mais en fait, c'est l'impression qu'on a eue. Moi, je trouve que moi, en tant que acteur politique, je trouve que c'est un élément nouveau. Oui, en réalité, c'est nouveau. C'est un élément nouveau. Mais tout le monde était impliqué. Non, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons préféré nous taire et ne pas rentrer dans ce jeu. Non, mais en fait, vous immonde. Non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes tu quand même au niveau de votre parti. Vous intervenez également sur les réseaux sociaux. Ah non. Vous savez, quand vous répondiez. Non, monsieur Athiobé, quand vous avez des milliers de sympathisants et de militants, vous ne pouvez pas être derrière chacun. Vous savez, moi j'ai à peu près 100 plateformes ANC sur lesquelles je suis, mais sur lesquelles je n'interviens jamais. Je suis les débats. Et je suis sur à peu près 200 plateformes diverses qui n'ont rien à voir avec l'ANC. Je vois le débat, mais je n'interviens. Les premiers responsables de l'ANC, notamment la communication de l'ANC et le président de l'ANC, ne se sont pas exprimés. Il y a des militants qui se sont exprimés. Il y a même quelques responsables de l'ANC qui se sont exprimés, mais c'est leur choix. Mais la ligne politique du parti en ce moment, c'est le silence du parti. Au-delà de tout ça, est-ce que finalement ça n'a pas discrédité un peu une partie ou une importante partie de la classe politique de l'opposition? Mais votre question, j'aimerais y répondre de manière différente, si vous le permettez. Discréditer, je ne crois pas. Je crois que la consultation électorale du 22 mars dernier, 22 février dernier, a mis à terre toute l'opposition démocratique. A mis à terre. C'est-à-dire que le débat politique n'était plus contre les tenants du pouvoir, c'est-à-dire notre adversaire officiel, mais était contre l'opposition elle-même. C'est-à-dire que l'objectif de certains,
c'est de détruire l'opposition et de prendre le leadership. C'est tout. Et mais en fait, allusion à qui? Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, et c'est ça qui fait que pendant ce temps-là, l'opposition est devenue totalement atone. Et il n'y avait plus de débat. Vous savez, ça fait 8 mois qu'on a fini l'élection présidentielle, et depuis 8 mois, tout à l'heure vous me parlez de monsieur Olympio qui critique le gouvernement, les propos du porte-parole du gouvernement. C'est rare. Et depuis 8 mois, on n'a pas senti un engagement de l'opposition contre le régime, ce qui est le droit. C'est votre ressenti. C'est le droit de l'opposition. C'est mon ressenti. Parce que sur les 8 mois. Il y a eu un silence. Non, vous ne pouvez pas parler de silence. Il y a eu un silence de mort pendant longtemps. Mais il y a eu beaucoup de communiqués. C'est maintenant que. Tous sont venant de l'ANC. Oui. Donc, on a l'impression que l'opposition n'a plus joué pleinement son rôle pendant cette période-là. C'est dommage. C'est malheureux. C'est une malédiction. Parce que. Malédiction, je ne sais pas. Mais je crois que c'est le résultat de ce que certaines personnes ont planifié et exécuté. Est-ce qu'on peut penser de cette façon, si on sait qu'au niveau de l'opposition, vous êtes tous engagés pour prendre le fauteuil de Fonia Singbe? Est-ce qu'on peut par la suite parler d'un combat voulant par exemple la place du leadership au niveau de l'opposition? Je ne sais pas, mais c'est voulu par certaines personnes. Quand vous parlez de... Mais quand vous dites pas certaines personnes, vous ne les nommez pas, vous faites allusion à qui? Non, moi je ne veux pas. Si je me suis tué pendant 8 mois, si je me suis interdit de rentrer dans ce débat-là pendant 8 mois, excusez-moi, monsieur Atchobé, ce n'est pas aujourd'hui que je vais ouvrir encore ce débat polémique qui ne sert à rien. Les populations togolaises sont fatiguées. Ok, on peut conclure que la polémique elle est finie. Est-ce que vous décrétez, vous lancez un appel, par exemple, à ceux qui vous soutiennent au niveau des réseaux sociaux, qu'au nom de l'ANC, vous demandez une trêve? Mais pourquoi demander une trêve? Nous n'avons pas répondu. Non, mais en fait, vous pouvez... Si on avait voulu... Vous ne pouvez pas dire que vous ne répondez pas. Non, on n'a pas répondu. Non, si on avait voulu... Vous répondez. Non, je suis désolé. Si on avait voulu rentrer dans le débat, je serais venu chez vous ici et j'aurais répondu à nos détracteurs. Non, mais je ne l'ai pas fait. Je parle des réseaux sociaux. Vous répondez. Éric Dupuis n'est pas sur les réseaux sociaux. Quand monsieur, n'importe qui... Mais vous partagez les choses. Mais je partage les choses qui me semblent favorables pour mon parti. Si vous, monsieur Atchobé... Et défavorables pour certains autres partis de l'opposition. Si demain, vous, monsieur Atchobé, vous publiez quelque chose, vous n'êtes pas membre de l'ANC, et que cet article-là me correspond à ce que je pense, je le publierai. On peut conclure à vous écouter que... sous ce débat, qui est un débat de caniveau, comme vous l'avez dit ce dimanche, vous souhaitez qu'on y mette fin. Visiblement, c'est l'impression. Nous avons voulu prendre de la hauteur, nous avons pris de la hauteur, et nous continuerons à prendre de la hauteur parce que nous estimons que la lutte que nous faisons est une lutte trop importante. La vie quotidienne de nos populations nous tienne trop à cœur pour verser dans ce débat futile. Vous avez participé à ce débat. Il faut avoir au moins l'honnêteté de reconnaître que vous avez participé à ce débat. On a même écouté par moment des audios d'un certain nombre de responsables de l'ANC. Je vous dis que la communication officielle de l'ANC n'est jamais rentrée dans ce débat. Vous devez finalement briser le silence. Vous le faites maintenant et vous avez même organisé ce samedi un conseil national. Et quel est le nouvel objectif du parti? Le Conseil national est une instance très importante du parti. C'est la deuxième après le Congrès. Et le Conseil national réunit le bureau national, toutes les instances du parti, ainsi que toutes les fédérations. Normalement, sont invités les présidents fédéraux et les délégations de diverses fédérations. Nous avons au total 107 fédérations nationales et internationales. Mais à cause des mesures barrières en vigueur contre la propagation de la pandémie Covid-19, nous avons limité le nombre de participants de manière drastique pour que nous puissions respecter
les consignes de distanciation sociale dans la salle que nous avons réservée à cet effet. Donc nous étions à peu près 200. Et avant cela, il y avait un travail qui a été fait vers les fédérations. Nous avons envoyé des délégations dans les fédérations pour les écouter. On a demandé aux fédérations d'envoyer des rapports sur les situations, la situation qui prévalait jusqu'à ce jour. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons analysé tout cela. Et donc hier, toute la journée, nous avons pris en compte tous les rapports que nous avons reçus des 107 fédérations. Nous avons pris en compte les diverses interventions parce qu'il y a eu de nombreuses interventions de la part du secrétariat général. Il y a une intervention, le cadrage statutaire et technique du Conseil par Alphonse Ploubeau et M. Manti. Il y a eu le contexte sociopolitique et économique dans le pays par M. Nayo et Bernard Pachine. Il y a eu une intervention sur les 3 dernières élections au Togo, législatives 2018, municipales 2019 et présidentielles 2020, par M. Edem Atansi et Jean-Jacques Teko. Puis, il y a eu les perspectives et actions à mener par Roger Keke et Ouro Akpo Tchaniaou. Il y a eu une intervention de la part du vice-président Nambourema sur la Blodé, l'historique de la Blodé. Et puis, il y a eu un rapport sur l'élection présidentielle du 22 février 2020 par le directeur de campagne de M. Jean-Pierre Favre. Et à chaque exposé, il y a eu des débats très nourris, d'une heure, 1h et demie à peu près, ce qui nous a conduit jusqu'à 23 heures. Donc, de ces discussions, nous avons retenu beaucoup de choses. Ce que veulent les populations, ce que veut notre base, c'est la remobilisation de nos troupes, c'est la formation de nos cadres, c'est également la reprise de l'initiative par le président national, initiative qu'il avait déjà annoncée dans son discours, dans ses vœux tout dernièrement. Il avait parlé du compromis historique. Dans son discours parlant du compromis historique, on lui a rappelé, la base lui a rappelé les diverses lettres qu'il a envoyées au chef de l'État, à savoir la lettre du 13 janvier 2016, 13 janvier 2017, 13 janvier 2019, et ils lui ont demandé de reprendre son bâton de pèlerin de manière à ce que nous puissions obtenir des réformes nécessaires pour les prochaines consultations électorales, parce que les populations se disent, la base, la ANC se dit qu'on ne peut plus parler d'élections comme moyen de l'alternance politique s'il n'y a pas un minimum de réformes, notamment les réformes liées au cadre électoral. Et ça a été un débat, parce que les gens disent, s'il n'y a pas de réforme, pourquoi on va encore aux élections? Quand vous parlez de réforme au niveau du pouvoir, sans doute qu'on va commencer par sourire, parce que sur les 2 ou 3 dernières années, on a suffisamment parlé de réforme avec même l'implication de la sous-région par l'entreprise de la CEDEAO. Le pouvoir estime avoir fait des réformes. Non, monsieur Atchobé, ce n'est pas parce que le régime estime avoir fait. Quand vous êtes 2 ou 3 en discussion, il y a une seule personne qui dit qu'il estime avoir fait. Si les 2 autres estiment que ce n'est pas fait, il y a un problème. On reprend, on essaye, parce que il faut quitter l'idée que ce pays appartient à 1 ou 2 personnes ou à une famille. Ce pays appartient à tous les Togolais. Et il faut tout mettre en œuvre pour que l'alternance politique soit une réalité. En tant que démocrate, on ne peut pas parler d'alternance politique sans élection. Mais quand on parle d'élection, il faut que l'élection, l'organisation de l'élection, soit un enjeu
un enjeu véritable d'accession au pouvoir. Or, quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'élection. Non, vous voulez dire que les élections de 2020 n'avaient pas d'enjeu? Mais non, puisque tout a été pipé d'avance. Oui, mais en fait, quand vous dites qu'il n'y a pas d'enjeu, quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu, ça veut dire que tout est pipé d'avance, c'est-à-dire qu'on ne met pas le pouvoir en jeu. Oui, mais oui, en fait, je parlais des souris de la part du pouvoir. Quand on vous écoute. Le régime ne met pas le pouvoir en jeu. Oui, mais en fait, Éric Dupuis, votre candidat, il savait ça. Bien sûr. Oui, on sait. C'est un peu comme si au Togo, finalement, tout le monde s'amuse avec tout le monde. Parce que vous saviez ça et vous étiez candidat. C'était la même chose en 2015. Mais le pays n'a pas changé. Monsieur Athiobé, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose que vous avez un échec ou alors que ça n'a pas abouti que vous allez abandonner. Il faut continuer. Il faut se battre. Il faut revenir à la charge. Il faut peut-être répéter les mêmes choses pendant 50 ans. Parce que s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des armes. Est-ce qu'on a les moyens de prendre des armes? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Justement, il y a par exemple, Nathaniel Olympio, vous faites allusion à une de ses déclarations tantôt, il disait il n'y a pas très longtemps que les élections finalement n'ont plus de sens dans notre pays. Mais je suis d'accord avec lui, je dis la même chose que lui. Ça n'a pas de sens, sauf si, pour une fois dans l'histoire de notre pays, ce qui accapare ce pays depuis 60 ans accepte de comprendre que ce pays nous appartient à tous et qu'il faut que l'élection soit un élément d'enjeu d'accession au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, on peut reprendre les choses. Vous savez, il y a des gens qui ont parlé de transition. La transition peut se faire après des discussions, après des accords. La transition peut se faire après un coup d'État. Ça se passe actuellement au Mali. La transition peut se faire après un soulèvement populaire. Tout ça là, il faut trouver une solution. Aujourd'hui, nous pensons que, en dehors de ces cas extrêmes, il faut que on pense aux populations qui souffrent, il faut qu'on pense à ce pays, et pour que on s'asseye pour trouver une solution. Cette solution, l'une de ces solutions, parce que ce n'est pas la seule, bien entendu, passe par des réformes du cadre électoral. Quand je parle des réformes du cadre électoral, vous allez me dire qu'on vous dit tout le temps la même chose. Il s'agit du fichier électoral, il s'agit de la CENI, il s'agit des institutions qui interviennent dans l'organisation du scrutin, tout ça là, pour redonner confiance aux populations. Parce que quand on est-ce que la population n'a plus confiance en ce qui se passe dans notre pays? Bien sûr. Pour les dernières élections, elle s'était massivement mobilisée. Oh non, vous n'avez pas regardé les résultats. Quand vous regardez les résultats, vous voyez qu'il y a eu un fort taux d'abstention. Ah bon? Bien sûr, il y a un fort taux d'abstention, notamment dans la région maritime. C'est parce que ça a été compensé par des surplus d'enregistrement dans certaines régions septentrionales. On a vu dans certaines régions où il y a 110, 120 inscrits, tandis que dans la région maritime, on a 40% à peine de taux d'inscription. Il faut dire la vérité. Quand vous parlez de réformes et quand vous faites allusion à des discussions, et ça aussi, dans certains milieux, on doit être très étonné. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, les Togolais ont discuté tout ce qui concerne les réformes, par exemple. Quand nous prenons la CENI, attendez, je finis. Quand nous prenons la CENI, il n'y a pas très longtemps, un accord avait permis à ce que l'opposition soit représentée par 8 représentants au niveau de cette CENI. Mais ça n'a pas permis au Togo d'avancer. Ça n'a pas permis au Togo d'avancer tout simplement parce que les conditions de l'application de cet accord n'ont pas été bonnes. Vous savez, j'étais à Conakry lors des discussions. Nous n'avons rien demandé au président Alpha Condé. C'est lui-même qui nous a dit il y aura 8-8 avec un président étranger. C'est sa proposition. Il dit c'est un accord avec le président ghanéen. On arrive au Togo, on nous dit non. Et pendant ce temps-là, on nous dit
Voilà, tout est fait. Tout est fait. Le recensement est terminé. Tout est préparé. Maintenant, venez à la CENI. Allez à la CENI, pourquoi faire? Quand le travail est déjà fait, tout est réparti, tout est bouclé. Vous venez observer quoi? Est-ce que finalement, les Togolais ne doivent pas... Donc, à partir de ce moment-là, y aller, ça veut dire qu'on fait du suivisme. On a dit non. Ce n'est pas l'accord, le supposé accord dont a parlé M. Alpha Condé. Vous y croyez en Alpha Condé et puis à l'autre facilitateur? Vous savez, quand vous rentrez dans une discussion, il faut avoir quand même l'humilité de croire que on va aboutir à quelque chose. Sinon, on ne fera jamais rien dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Même aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez? Même aujourd'hui, si le régime dit on va ouvrir des discussions sur les réformes, moi je suis pour. Je ne parle pas du parti, je dis moi je suis pour. Et hier, dans les discussions avec la base, le Conseil national dit qu'il faut faire tout. L'une des missions confiées par le Bureau national au président Jean-Pierre Fabre, c'est de tout faire pour que les prochaines consultations électorales, quelles qu'elles soient transparentes et puissent permettre à tous les Togolais de s'exprimer librement. C'est un vœu du Conseil national et je pense que c'est le vœu de plusieurs Togolais. C'est vrai qu'il y a des Togolais qui ne croient plus aux élections parce que le cadre électoral... Le cadre électoral est totalement pipé. Il faut. Moi, je crois en l'homme. Je crois en la capacité humaine. Il faut qu'un jour, au Togo, on arrive à comprendre cela, que on ne peut pas vivre toujours tendu, toujours avec la force militaire pour pouvoir mater les autres. Que nous sommes tous égaux devant la loi dans ce pays. Et que vous, M. Atiobé, vous avez le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays, sans pour autant être considéré comme un criminel ou un paria. Est-ce que finalement on n'est pas en face d'un marché de dupes entre les acteurs politiques du Togo sur le dos du peuple togolais? Parce que quand on écoute, visiblement, presque tous les acteurs, ils disent la même chose, que le cadre électoral, il est vicié, mais ils sont toujours nombreux à courir, à déposer le dossier pour être président de la République. Non, monsieur Atiobé, c'est une vue d'esprit. Vous savez, moi, quand je veux obtenir quelque chose, je me bats pour l'obtenir. Même si je sais que le terrain est glissant, j'y vais. Si je chute, je reviendrai, mais en essayant d'améliorer, de corriger le chemin. Et chaque fois que je peux obtenir un minimum pour pouvoir avancer, j'avancerai. Sinon, on déclare la guerre. Est-ce que vous avez les moyens? Ou alors, on transforme la République togolaise en royaume ou en empire. On a vu ça en Afrique centrale. Si c'est ça qu'on veut, ça c'est autre chose. Mais si vous ne voulez pas que ce pays devienne un royaume ou un empire, il y a deux solutions. Tout faire pour améliorer le cadre électoral, pour que ce que prévoit la démocratie, c'est-à-dire l'accession au pouvoir par les urnes, soit une réalité, ou alors faire une révolution. Il y a une chose dont tout le monde est sans doute certain, c'est que sur les derniers mois, il y a eu par exemple au Togo la refondation de la Cour constitutionnelle. Il y a eu par exemple la refondation ou la récomposition de la CENI. Et c'est des réclamations que l'opposition a portées sur des années. Et dans le prochain temps, quand on regarde la mission qui est confiée à nouveau à Jean-Pierre Fabre, qu'est-ce qui va se passer? Il écrit à Fonia Singbe, il demande des audiences. Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais attirer votre attention sur la première partie de votre question. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, vous devez savoir que l'ANC avait contesté la composition de la Cour constitutionnelle. D'abord, parce que elle est illégale, et deuxièmement, sa composition, il y a des gens qui sont dans cette cour qui ont fait plus de 3 voire 4 mandats. Et l'ANC a saisi
la Cour pénale d'Abuja, la Cour de justice d'Abuja. Pour cela, on attend toujours la réponse. Donc, à propos de la Cour constitutionnelle. Oui, puisque vous parlez de la Cour constitutionnelle, je vous réponds. Donc, on considère que cette Cour n'est pas légitime. D'abord, elle n'est pas conforme à la Constitution, et deuxièmement, certains de ses membres ne respectent pas la loi. C'est tout. Cette saisine a été faite quand? Avant les élections? Bien avant les élections. Il y a eu 2 saisines qui ont été faites. Une qui a été faite début février, je crois que ça doit être... Est-ce que la logique ne voudrait pas que vous ne participiez pas à cette élection si on sait que vous ne reconnaissez pas cette Cour constitutionnelle, tout en sachant que c'est elle, au final, qui va valider? Mon cher ami, nous faisons les choses en mesurant bien notre capacité à le faire. Je vais vous répondre. Si Jean-Pierre Fabre n'avait pas été candidat, il ne pouvait pas saisir cette Cour. Mais il a saisi en étant candidat. Mais finalement, les élections ont eu lieu. Quand vous êtes candidat, ça vous donne le droit de saisir la Cour. Déjà, d'abord, il a saisi la Cour pour invalider la candidature de M. Faure Gnassingbé. Ça n'a rien donné. Non, mais la justice d'Abuja n'a pas encore donné son résultat. Mais les résultats des élections du Togo sont connus depuis. Non, mais attendez. Vous avez un tribunal, vous avez une cour internationale, laissez la cour internationale donner son avis. Est-ce qu'on peut conclure que là, vous attendiez encore des résultats venant d'Abuja? Bien sûr, sinon on ne l'aurait pas fait. Oui, mais faites pour quelle fin? Mais vous verrez bien. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas une réponse politique? Vous verrez bien, en fait. Mais, vous savez, puisque là, déjà, vous parlez... Vous nous avez posé la même question quand on avait saisi cette même cour suite au renvoi de nos 10 députés de l'Assemblée nationale. Ça a traîné, ça a passé, je crois, 6 mois. Et puis, cette cour a donné raison à l'ANC. Est-ce qu'on est dans... vous nous avez posé la même question. Pourquoi vous saisissez cette cour? Cette cour, c'est la CEDEAO ceci. Mais cette cour nous a donné raison. Oui, mais en fait, est-ce qu'on est dans les mêmes cas de figure? Si on doit considérer que, ça ne va pas passer, donc on ne va pas le faire, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas dans la vie. Vous évoquez tantôt Jean-Pierre Fabre qui est missionné. J'ai demandé à savoir si la mission, c'est rapidement de prendre contact avec les chefs de l'État. Pas seulement. Je vous ai dit que sa mission, c'est d'abord la remobilisation, la formation, la réorganisation du parti, la reprise en main du parti, des fédérations. Vous savez, il y a 107 fédérations. Il y a plus de 3000 sections et sous-sections. Il faut remettre tout ce monde-là au travail. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en dehors de cette ambiance atone de l'opposition togolaise, il y a malheureusement la pandémie du Covid-19 qui nous a mis en berne, puisque les réunions de plus d'un certain nombre de personnes, il y a eu les couvre-feux, et aujourd'hui il y a encore l'état d'exception dans lequel nous sommes, prolongé encore de 6 mois. Peut-être que ça sera prolongé de 6 mois, jusqu'à la fin du mandat de M. Faure Gnassingbé. Comme ça, il aura bien muselé toute l'opposition. Il y aura plus de manifestations, il y aura plus de contestations. Vous savez, ça va faire 1 an qu'on est dans un état d'urgence. Au bout de 6 mois, ça va être en mars, on va reprolonger de 6 mois. Comme ça, M. Faure Gnassingbé va rouler sur du billard. Oui, mais en fait, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Je crois par rapport au chef de l'État, vous demandez à ce qu'il y ait des discussions pour revoir le cadre électoral. Je dis, ça se fait comment? Vous demandez une audience et Non, c'est-à-dire que, vous savez, quand on fait un conseil national, il y a beaucoup de choses. Vous savez, même le conseil national nous dit, je vais vous citer, il ne faut plus faire partie d'aucune coalition. Mais un parti politique, normalement constitué, ne peut pas accepter. On va en tenir compte, mais ça dépend. Et ils nous disent,
quand on va faire, il faudrait faire attention, ils nous ont donné des conseils. On doit les prendre en compte. Mais comment le faire? Ça ne veut pas dire que l'ANC ne va plus travailler avec les autres. Mais c'est ce que les militants de base demandent, parce que déçus de ce qui s'est passé. Ils nous disent, il ne faut plus boycotter des élections. C'est vrai qu'ils sont déçus par ce qui se passe. Ils ne veulent plus qu'on aille aux élections. Mais en même temps, ils nous disent, il faut veiller à ce que les prochaines élections, pour pouvoir participer, soient claires. Mais il appartient à un parti politique, le moment venu, de savoir s'il prend part à une campagne électorale, une consultation électorale ou pas. C'est à sa discrétion. Mais ce sont des conseils que donnent nos cadres. Parce que, et ces cadres-là, ces 107 fédérations représentent quand même l'opinion de milliers de personnes. On ne va pas prendre ça tout de go. Mais, qu'est-ce qu'on en tire? On en tire que, attention, dorénavant, pour pouvoir travailler avec d'autres partis politiques, il faut veiller à obtenir des garanties ou à travailler en bonne intelligence, mais ne pas se faire détruire ou laminer dans une quelconque coalition. C'est une crainte légitime de la part de nos populations, et il faut les respecter. Nous venons de sortir d'une série d'élections, parce que depuis 2018, le Togo était engagé dans cette série d'élections, et on vient d'en sortir, et puis déjà vous projetez dans le futur, en parlant de cadre électoral, en parlant de prochaines consultations. Est-ce à dire que la page des élections de 2020, cette page-là, est définitivement tournée à votre niveau? Votre question, je ne sais pas comment y répondre. Qui vous dit que demain il n'y aura pas une élection? Non, mais en fait, demain... Non, mais qui vous dit que demain il n'y aura pas une élection? Mais il peut y avoir une élection demain. Bon, alors... Oui, mais en fait, je parle des élections de 2020. Est-ce que, par exemple, cette page, elle est tournée? Non, elle n'est pas tournée. Vous savez, qui vous dit que demain, il n'y aurait pas une situation qui va nous amener à aller aux élections législatives? Qui nous dit que demain, il n'y aurait pas une situation qui va nous amener à aller à une élection présidentielle? Faisons un peu de fiction. On n'est pas le bon Dieu. Quelle situation peut éventuellement permettre ou obliger le Togo demain à faire de nouvelles élections? Monsieur Fogna-Sibé, je ne souhaite pas, puisque je respecte la vie humaine. Est un homme comme moi, comme vous, peut avoir un accident ou une indisponibilité pour gouverner. Il sera remplacé par le président de l'Assemblée nationale, qui va organiser, dans un laps de temps déterminé par la Constitution, des élections. Mais qui vous dit, demain, il peut y avoir une contestation, un soulèvement des populations qui vont exiger, et on va s'asseoir autour d'une table pour mettre en place une transition ou pour mettre en place quelque chose comme ça se passe au Mali et organiser des élections. Un coup d'État, par exemple? Je vous dis que moi je suis un démocrate. Oui, mais en fait, quand même... Hein, pourquoi pas? Je vous ai parlé tout à l'heure d'un coup d'État militaire. Ça peut arriver. Oui, mais dans ce cas, est-ce qu'on ne sera pas dans une autre situation? La situation qui a permis au Togo de faire l'élection de 2020, cette situation, est-ce qu'elle n'est pas totalement finie? Parce que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats et le candidat déclaré vainqueur a prêté serment. J'ai l'impression que vous dites les choses et leur contraire. Je vous dis que les élections telles qu'elles sont passées, nous les avons contestées à travers 4 communiqués. Communiqué numéro 1, qui est sorti le jour même de l'élection, en fin de journée, dans lequel nous reconnaissions que l'ANC arrive en 3e position après le MPDD et UNIR. Après, nous avons sorti un nouveau communiqué, le numéro 2, où nous relevons les incohérences et les insuffisances des résultats. Numéro 3 et numéro 4, nous appelons à la reprise des élections, de l'élection présidentielle, parce que nous estimons que, compte tenu des résultats tels qu'ils ont été annoncés, les bourrages d'urnes, les renvois de nos représentants dans les bureaux de vote et les atermoiements du
de la Cour constitutionnelle pour annoncer les résultats trois fois de suite, ne nous permettent pas de dire que les résultats tels que prononcés soient vrais. Et qu'il est difficile à quiconque de pouvoir dire exactement ce qui s'est passé ou de sortir un résultat sérieux. Et nous demandons dans ce communiqué signé par Patrick Lawson qu'il faut reprendre purement et simplement la consultation électorale. Nous restons campés sur cette position. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, c'est Éric Dupuis, conseiller spécial du président national, porte-parole et chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Et c'est la tradition aussi au D12 avec les questions et les réactions des auditeurs. Je vois un certain nombre de réactions déjà qui sont laissées, notamment sur notre page Facebook et dans les groupes WhatsApp. Et les numéros de l'émission pour le direct, pour les auditeurs qui nous écoutent à Lomé et dans les régions environnantes, c'est 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous allons commencer par avoir ces auditeurs. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, votre nom et la question. Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Rigiti. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage. Merci. Et bon retour. Ça fait longtemps. Ouais. Bon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que la seule arme pour abattre ce régime, c'est le peuple. Et que nous sommes dans ce peuple-là comme vous. Et que nous pouvons dire que nous avons en face de nous la famille Nyakinde avec un Christ. Le PT est un Christ, ce n'est pas un parti politique. Donc il faut le combattre très fort. Et je pense que vous venez de faire votre conseil national après ces élections et que vous entamez encore une nouvelle série de combats. Moi, la seule question que je voudrais vous poser, est-ce que vous irez seul à combattre ce régime ou bien vous irez avec les autres? Moi, c'est la première question. Deuxième question, je pense que vous avez tout à l'heure dit que après les élections ou bien au lendemain de ces résultats, vous avez bien dit que c'est le MPDD et l'UNIR qui était largement en tête. Mais quelle a été votre réaction après que vous avez dit que il fallait voir les résultats et que M. Agbo Menaka a mené les résultats pour le supérieur? Merci. Bien, merci. Vous avez posé des questions? Oui, d'abord, je vais répondre à la dernière partie de sa question. On n'a jamais dit que M. Agbo était largement en avance. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai dit que les deux partis qui étaient en avance, c'était ces deux partis-là. Ça ne veut pas dire que on a décrété que telle personne a gagné ou telle personne a perdu. Et dans le communiqué, nous avons dit que les problèmes de communication que nous avions, puisque mon téléphone et plusieurs téléphones ont été bridés par le régime, notre système de Wi-Fi ne fonctionnait pas, donc on n'avait pas pu collecter en ce moment-là tous les résultats. Donc je ne vois pas du tout ce qu'on aurait pu dire autrement. Et quand on nous dit après que Jean-Pierre Fabre avait annoncé telle personne gagnante, c'est du faux et totalement du faux. Parce que à 22h, à 20h, nul, je dis bien nul, ne pouvait se prévaloir d'avoir une estimation sérieuse pour donner gagnant ou perdant telle ou telle personne. C'est une hérésie, c'est une imagination. Maintenant, c'est le peuple, c'est vrai, c'est le peuple qui doit se mobiliser, mais c'est le travail que nous avons toujours fait et c'est le travail que nous reprenons, la remobilisation pour affronter ce régime. Maintenant, savoir si on va le faire seul ou pas, je vous dirai que le président Jean-Pierre Fabre a toujours parlé de l'unité d'action. Il a toujours parlé d'unité d'action, il a toujours prôné cela, on continuera à prôner cela, mais désormais avec ceux qui sont sincères dans cette lutte. Ceux qui sont sincères dans cette lutte.
ceux qui veulent affronter cette lutte avec rigueur, je dis bien avec rigueur, et dans la vérité, et j'ajouterai, et dans la transparence. Je vous remercie. Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, la question c'est de savoir si il reste un homme d'avenir pour le combat que vous menez. Bien sûr, pourquoi pas. C'est un homme comme tout le monde, c'est un homme d'avenir, c'est un homme respectable, c'est un homme sérieux, c'est un homme intègre, c'est un homme d'une grande moralité, c'est un homme très humain, il a beaucoup de qualités que moi je respecte. Vous savez, il n'y a pas que la politique, il y a la vie aussi d'un homme. Il y a d'autres hommes politiques que je respecte et qui sont des hommes d'avenir pour ce pays. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas que Jean-Pierre, il y a d'autres personnes qui ont cela. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette étoffe, mais qui sont dans l'arène politique. Ce n'est pas à moi d'en juger. Vous aviez dit à l'entame de cette émission que vous, personnellement, vous continuerez le combat jusqu'à la mort, finalement. Et vous avez cité un certain nombre d'acteurs qui, eux aussi, étaient engagés, ont voulu voir l'alternance avant de partir, notamment Yovi Agboibo, notamment Eden Kodio. Mais la question concernant Jean-Pierre Fabre, elle se pose du moment où, aux dernières élections, le score qu'il a pu obtenir, même si vous le contestez, ça ne dépasse pas 5%. Mais, vous savez, une élection, c'est quoi? C'est l'expression d'un peuple à un moment donné. Et ça dépend de ce que vous accordez à ces 5%. Et ça représente quoi? Quand je vous dis qu'il s'agit d'une consultation électorale totalement frauduleuse, une consultation frauduleuse, et que on ne peut pas dire que ces 5% soient fondés. Je vous l'ai dit. Et en même temps, je vous dis qu'il y a près de 40% de nos populations qui ne sont pas allées voter. Souvent parce qu'ils ne sont pas inscrits, et également parce qu'ils sont dégoûtés par la campagne électorale telle que menée. Quand ils sont dégoûtés, comme vous le dites, comment est-ce que vous comptez les remobiliser? Nous allons bientôt prendre la route. C'est difficile aujourd'hui de parler de grands meetings à cause des mesures barrières en vigueur qui nous sont imposées, mais on fera des meetings village par village, section par section, sous-section par sous-section, et on organisera, on informera, parce que le travail qui a été confié au président national de l'ANC par le Conseil national, c'est d'aller vers sa base, d'expliquer, de former, de donner des explications aux populations pour que les populations reviennent. Et d'ailleurs, on sent déjà un retour de ce monde. Et il suffit de voir les appels, de voir les soutiens. Il y a eu un mécontentement, il y a eu des doutes, il y a eu des interrogations. Et puis, les gens commencent à comprendre. D'où l'intérêt de ce silence de 8 mois observé par mon parti. C'est-à-dire, au bout de 8 mois, les populations ont eu le temps de comprendre, de décanter, de savoir où est le vrai, où est le faux, de faire la différence entre les messages et de dire on a été berné, on a été abusé. Mais en fait, quand vous parlez de cette façon-là aussi, on a l'impression d'écouter Éric Dupuis au lendemain de l'élection présidentielle de 2010. Heureusement que je n'ai pas changé, que je suis resté moi-même. Mais ça veut dire que peut-être que demain, ou dans 5 ans, vous reviendrez pour dire la même chose. Dans 5 ans, j'espère que je serai en train de faire autre chose. Vous quitterez la politique? Je n'ai pas dit ça. Oui, dans la vie, on évolue, non? Vous viendrez en tant que ministre ou porte-parole du nouveau chef de l'État? Peut-être en tant que président de la République, pourquoi pas? Bien, merci, on retourne au téléphone pour le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est Panté. Oui, Panté, vous êtes en direct, allez-y. Merci. Bonjour, monsieur Panté. Si, merci. Bon, je ne sais pas comment vous allez recommencer votre lutte.
D'habitude, qu'est-ce que nous voyons? Vous mobilisez les gens, vous marchez, vous allez à la plage, vous posez les problèmes qu'il faut. Peut-être vous avez les solutions, mais on ne vous voit jamais transmettre cela ni au ministère de l'administration territoriale, ni à la primature, ni à la présidente. Est-ce que ce n'est pas pour amuser la galerie? Il faut un canal officiel. Vous allez dire oui, ils suivent les radios. Je vous en prie, moi je ne suis que RFI. Et les dimanches, je sais qu'il y a cette émission qui m'intéresse. Je suis également. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a une lacune quelque part? C'est ma première question. La deuxième, j'ai suivi la campagne à l'intérieur du pays. Et qu'est-ce que les gens disaient? Non, ils ont fait 55 ans, ils ont fait 57 ans, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je ne pense pas que vous pouvez convaincre les gens à prendre Gnassingbé. Et n'oubliez pas ce qui se passe dans la sous-région. Et que le Togo est épargné, ça fait des points gagnés pour le pouvoir. Je vais parler de la sécurité. Voyez, avant les élections, les gens disent c'est des montages, tout ça, je ne sais pas qui va sacrifier sa vie, prendre des copeaux, s'engager, qui vont venir décimer l'armée togolaise, tout ça là. Il y a des réalités que nous ne pouvons pas reconnaître. Et à chaque fois, aidé par certains journalistes que le pouvoir n'a jamais gagné ou non. Le pouvoir. Éric Dupé, je vous en prie, faites un effort. Vous verrez que le pouvoir travaille. Je vous remercie beaucoup. Merci, on a noté votre sentiment. Merci, monsieur Panté, oui. Oui. J'ai pris bonne note de vos conseils, mais j'aimerais vous dire que nos mobilisations ne s'arrêtent pas à la plage, seulement à la plage, mais régulièrement, Jean-Pierre Fabre a écrit, tout à l'heure j'en ai parlé, au chef de l'État pour lui parler de la situation de notre pays, et même de demander à le rencontrer pour parler de certaines choses. Plus d'une fois, mais le chef d'État de l'État n'a jamais daigné répondre. Et avant d'organiser les manifestations, nous écrivons au ministère de l'administration territoriale, non seulement pour lui dire que nous allons manifester, mais nous lui exprimons dans notre courrier les raisons de ces manifestations. Puis après, nous publions très largement nos déclarations. Nous l'envoyons à TVT, nous l'envoyons à tous les médias, y compris à RFI. Maintenant, il appartient à chaque personne de savoir ce qu'on en fait. Quant à ce qui concerne la campagne à l'intérieur du pays, moi j'y étais. Ce n'était pas du tout le discours de l'ANC, ce n'était pas le discours du candidat Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre a parlé longuement de son projet de société, notamment la gratuité des soins pour l'enfant et la femme de la conception jusqu'à 7 ans de l'enfant. Il a parlé des soins pour les enfants et l'alimentation des élèves. Il a parlé de son projet de société. Mais cela n'a pas convaincu les Togolais. Mais ça n'a pas, c'est parce que les gens n'ont pas écouté. Vous voyez, par exemple, M. Pandé n'a retenu que 50 ans de pouvoir de Gnassingbé. Nous avons dit tout cela. Et j'invite les gens, j'invite nos compatriotes à relire les deux projets de société de Jean-Pierre Fabre, celui de 2015 et celui de 2020. Vous serez surpris par ce que ça contient. Et je me félicite, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire ici, je me félicite que au moins, le régime RPT UNIR lit le projet de société de M. Fabre et en tire profit. Donc vous n'êtes pas seul à dire la même chose, à dire ce que vous venez de dire là, parce qu'il y a notre
ancien candidat à une élection présidentielle, qui dit la même chose. Nicolas Lawson aussi pense que le pouvoir de Lomé lit attentivement ses publications et ses propositions. Quand on évoquait le score de Jean-Pierre Fabre, pour être plus concret, ou plus juste, c'est 4,68%. Vous devez, pour être précis, vous devez ajouter annoncé par la CENI. Mais en fait, c'est la CENI qui organise les élections. Voilà. C'est la CENI qui organise les élections. Mais ce n'est pas une réalité. Comment est-ce qu'on se relève de ce qu'on peut qualifier de claque? Finalement, quand on sait que depuis 1990, les élections au Togo, pour ce qui concerne l'opposition, ceux qui y participent, que ce soit Gétis Olympio, Bakitani, Jean-Pierre Fabre lui d'abord, et puis Jean-Pierre Fabre en 2020, c'est un recul énorme. Si vous considérez que ces résultats sont vrais, oui. Mais puisque moi je considère que ce sont des résultats totalement inventés, je me dis peut-être que les populations ont voté comme d'habitude, ou mieux encore pour M. Fabre, et que le régime a choisi de donner ces résultats pour créer cette situation. Vous savez, en 2010, quand il y a eu la scission de l'UFC, on a tout fait pour nous empêcher de créer l'ANC. On a tout fait, gaz et tout. Même nos dossiers déposés au ministère de l'administration territoriale, on a rejeté des noms. Tout a été fait pour nous dissuader. Et l'objectif, c'est que dans la mesure où l'UFC est devenu partenaire du régime, il fallait considérer que toute contestation politique de l'opposition togolaise était définitivement morte. Malheureusement pour eux, l'ANC, grâce à M. Jean-Pierre Fabre et le Bureau national, a repris vigueur et non seulement a remplacé l'UFC, mais est devenue encore plus forte, plus vigoureuse que l'UFC. Donc aujourd'hui, on est à peu près dans cette situation. Le régime pense que ces résultats tels que donnés vont réduire au silence une fois encore l'ANC, mais l'ANC n'est pas morte. Elle poursuit sa lutte, elle poursuit son combat. Donc moi je suis serein, je n'ai pas de doute, et je ne vais même pas dire que on a reçu une claque ou on va se réveiller. Non, on n'est pas mort. On n'est pas mort, on vit. On a choisi le silence, un silence de sagesse. Un silence de sagesse, un silence de réflexion. Vous l'avez suffisamment expliqué, mais quand on vous écoute, excusez-moi, et on a l'impression d'avoir en face quand même, vous ressemblez à certains ministres du gouvernement qui parlent très souvent de Fogna Singbe. Vous ne dites pas sur instruction de Jean-Pierre Fabre, mais quand vous appelez ou vous énoncez l'ANC, vous ajoutez Jean-Pierre Fabre. Mais c'est le président de mon parti. Mais on reproche la même chose. Mais non, vous savez, ce n'est pas pareil. Moi, je suis le porte-parole du parti. Est-ce que c'est pas un culte de personnalité? Non. Pourquoi le culte de la personnalité? Non, mais c'est une question que moi je pose. Vous imaginez par exemple que, après un conseil national présidé par M. Jean-Pierre Fabre ou quelqu'un d'autre, que je puisse venir ici pendant 1 heure parler du contenu, du travail qui a été fait, sans nommer une seule fois celui qui a conduit le débat, celui qui a organisé... Vous l'avez nommé plusieurs fois. Mais heureusement, peut-être que je ne l'ai pas nommé suffisamment, c'est ce que vous me reprochez peut-être. On va retourner au téléphone pour insérer un autre auditeur. Allô? Bonjour. Allô? Oui, à votre nom? Oui, bonjour. Votre nom? Monsieur Jules. Oui, Jules, allez-y. Oui, je voulais poser au moins 2 questions à monsieur Eric Dupuis. Oui, allez-y. Oui, il a dit que lors du conseil de l'ANC, les cadres de l'ANC disent que il ne doit plus boycotter les élections. Bon, est-ce qu'ils sont en train de regretter d'avoir boycotté les élections de 2018? Deuxième question. Monsieur Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, bon, il a 68 ans. Est-ce qu'ils sont en train de penser à son remplacement? Merci pour les 2 questions.
Pour la dernière question, ça nous regarde. On n'a pas besoin d'avoir des conseils de qui que ce soit pour savoir qui doit diriger le parti ou pas. Il suffit d'aller un peu partout dans le monde, vous verrez des hommes de 70 ans, de 80 ans qui dirigent le pays et qui le dirigent très bien. 68 ans, on n'est pas vieux. On n'est pas vieux, on a encore l'avenir devant soi. Monsieur Jean-Pierre Fabre est certainement plus dynamique que certaines personnes qui ont 50 ans dans ce pays. Et moi, je pense qu'il a encore de l'avenir devant lui. Cependant, l'ANC regorge de compétences aussi bien parmi les personnes plus âgées ou parmi les personnes plus jeunes. Il appartient à l'ANC de choisir celui qui doit diriger le parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième question... Sur le boycott. Sur le boycott. Si monsieur Gilles a bien compris mes propos, j'ai dit, parce qu'il ne faut pas sortir mes propos du contexte, j'ai dit que le conseil, quand on a écrit aux fédérations, il est ressorti que les fédérations ont dit cela. Mais qu'il appartient à un parti politique de savoir, le moment venu, s'il prend part ou pas. Parce qu'il s'agit d'une stratégie politique et cela ne se décide pas ainsi. C'est ce qui a été porté comme réponse aux fédérations qui ont envoyé de telles choses. J'ai cité un exemple. C'est-à-dire que il ne suffit pas que les fédérations, quand on dit certaines fédérations, c'est pas toutes les fédérations. Il y a des fédérations qui ont dit cela. Maintenant, comment on assimile cela? Quelle est la réponse qu'on leur donne? Donc, quand on parle de regret, je suis désolé, monsieur Gilles, avec tout le respect que je vous dois, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous, politiques, nous devons un respect pour nos populations. Il y a la question de Gaëtan. Il dit Jean-Pierre Fabre, certains cadres de l'ANC ont accepté de devenir maire. Est-ce que cela veut dire que demain, l'ANC peut entrer dans un gouvernement? Vous savez, c'est pas parce qu'on est maire qu'on rentre dans un gouvernement. La mairie a un autre objectif. Diriger une mairie, c'est de se mettre au service des populations. C'est de gérer les communes au jour le jour. Vous savez, c'est un travail très 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 prenant. Je vois mes collègues qui sont maires et ils sont très très occupés. Mais ça ne les empêche pas d'être présents aux nombreuses réunions des instances du parti. Ils travaillent, y compris le samedi, il y a eu des réunions, ainsi de suite. Mais l'homme politique doit se mettre au service des populations partout où besoin en est. En Europe, vous avez des maires qui sont députés, des maires qui sont ministres, des maires qui sont sénateurs. C'est la base. Et la plupart des présidents de la République en France ont été maires de leur commune avant d'accéder à la magistrature suprême. Donc j'espère que pour Jean-Pierre Fabre, la mairie du Golfe 4 est un départ pour son accession au pouvoir. Oui, en fait, quand on regarde la présence d'une partie de l'opposition au niveau des mairies, est-ce que c'est pas déjà une forme de partage du pouvoir? Parce qu'au début des années 90, c'était pas facile, et ce type de collaboration, parce qu'aujourd'hui c'est clair que entre les maires et les préfets et le ministère de l'administration territoriale, aujourd'hui du coup il y a quand même une forme de collaboration. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le dites. Si on suit un peu la conférence de presse de M. Jean-Pierre Fabre, maire du Golfe 4 la dernière fois, il vous a expliqué que les maires n'ont pas les coups des franches et que leurs droits ne sont pas toujours respectés par l'administration territoriale. La façon même dont ces élections locales ont été menées n'était pas tellement démocratique.
dans la mesure où les lois ne sont pas respectées. On note que le découpage est mal fait. Aujourd'hui, il y a des problèmes entre certaines communes. La redistribution des recettes ne sont pas faites de manière équitable. Vous savez que ça fait 1 an que les mairies ont été mises en place. C'est maintenant que certaines commencent péniblement à travailler, à prendre leur marque. Et tout cela à cause d'une mauvaise volonté de la part du ministre de l'administration territoriale. Après Jules, au téléphone, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom est là, puis la question. Ah ouais, s'il vous plaît, c'est M. Jonas de la salle. Oui, allez-y, votre question. Ah ouais, s'il vous plaît, je voulais demander à M. Dupuis s'il y a la paix au Togo. Ok, bien, merci, c'est noté. Il y a la paix au Togo. Donc pourquoi ne voulez-vous pas nous laisser tranquilles, nous, les orphelins, qui contribuaient à l'époque à leurs actions machiavéliques, qui n'aboutissent à rien? Pourquoi ils ne voulaient pas nous laisser tranquilles? Merci. Merci. Merci, on a noté. Notre invité va réagir. Bon, je ne comprends pas très bien la question de mon compatriote. Je ne sais pas, quand j'ai choisi de faire de la politique, c'est que j'ai une ambition pour mon pays. Je ne force personne à me suivre. Ce sont ceux qui se retrouvent dans ma démarche politique qui me suivent. Je respecte la pluralité des opinions. Je respecte son opinion, mais je le prie de respecter également ceux qui suivent l'ANC, ceux qui militent dans l'ANC, ceux qui étaient très nombreux hier au Conseil national de l'ANC. C'est l'endroit, c'est le droit républicain de militer dans un parti ou pas, de s'engager dans un parti ou pas. C'est le droit de chacun, pendant une guerre par exemple contre notre pays, puisqu'il nous parle de la paix, pendant une guerre contre notre pays, c'est un droit de chacun de prendre les armes pour défendre son pays. Il y a ceux qui vont le faire au risque de leur vie, et il y a ceux qui ne le feront pas, parce qu'ils préféreront prendre le chemin de l'exil. C'est la vie. Moi, si je m'engage demain, parce que mon pays est attaqué par une armée étrangère, je mets ma vie en danger. C'est mon choix. Et chacun doit le respecter. Et je respecte celui qui baissera les bras et qui choisira le chemin de l'exil. C'est son droit. Donc il faut qu'on le comprenne et qu'on soit plus ouvert vis-à-vis des autres. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes dans un pays, un petit pays de 7 millions d'habitants. Il y a plus de 100 partis politiques. Donc ça veut dire qu'il y a une floraison d'avis. Il faut qu'on respecte chacun, c'est tout. Après Jonas, encore, le téléphone, allô, bonjour. Allô? La question de Jonas. Après Jonas. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, votre nom et puis la question. Vous dites? Vous êtes en direct. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Girardo. Girardo. Oui. Oui, allez-y pour la question. Bonjour, monsieur Girardo. Oui, bonjour, monsieur Eric. Bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur Girardo. Voilà. Et je voudrais poser 2 questions à monsieur Eric. La première, l'IFC datant et résumait toute l'opposition à l'île Christ. Aujourd'hui, nous voyons que la même chose se reproduit avec l'ANC. On résume l'opposition à Jean-Pierre Fabre. Et par le passé, les autres partis avaient soutenu l'ANC dans plusieurs choses. Mais quand il s'agit de désigner quelqu'un d'autre pour prendre le flambeau, l'UFC se désengage. Et pourquoi ça? Deuxième chose, et vous dites que le parti au pouvoir a l'habitude de prendre vos idées et mettre ça en pratique dans leur programme de société. Pourquoi vous criez souvent à haut sur le parti au pouvoir qui ne fait pas bien alors que vos idées se retrouvent exactement dans leur politique de
dans leur programme de développement. Merci. Oui, je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Mais quand vous prenez le PND, par exemple, le plan de développement national, ça a été déjà préconisé par M. Jean-Pierre Fabre en 2015 dans son projet de société avec force d'État, et je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais malheureusement, quand le régime puise des idées chez nous, il applique mal. C'est-à-dire que ils font des promesses mais qui ne se réalisent pas. Ce sont des fausses promesses. Nous, on aurait voulu. S'ils puisaient les choses et qu'ils les faisaient, peut-être qu'on ne va pas applaudir, on sera content. On dira que ça vient de nous. Mais en tant qu'opposition, notre rôle, c'est de critiquer pour qu'ils fassent mieux, qu'ils aillent plus loin dans ce que nous demandons. Et est-ce qu'on doit dire aujourd'hui qu'il y a un débat politique, démocratique au Togo? Je dis non. Est-ce qu'il y a une démocratie au Togo? Je dis non. Et vous-même, je suis persuadé que vous le pensez. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faut que les partis politiques puissent exister et exercer leur activité pleinement. Il faut que chaque Togolais, vous-même, monsieur, que vous puissiez avoir de l'ambition pour ce pays, à être maire, à être conseiller municipal, à être ministre, à être président de la République. Pourquoi cela serait réservé à une élite, à une certaine personne? Vous savez, au gouvernement, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui sont au gouvernement depuis 91, qui sont encore au gouvernement aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui sont toujours là. Pourquoi pas les partis politiques, pour qu'il n'y ait pas une rotation, pourquoi pas il y a une alternance politique dans ce pays, sans haine et sans passion? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, tous les partis politiques de l'opposition ont à peu près ce raisonnement-là. Maintenant, à la première question, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on avance. Personne n'a... je ne voulais pas, j'ai dit à maintes reprises à M. Atiobé que je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles. Je ne suis pas venu pour ça. Et malgré tout, je vais essayer de l'éviter. Vous m'excuserez, je ne répondrai pas à cette partie de votre question, mais je vous dirai une chose qui est très importante. On n'a jamais considéré Jean-Pierre Fabre comme le seul patron de l'opposition. Dans la mesure où... Mais il était le meilleur, ou il est le meilleur de l'opposition, vous l'avez dit une fois ici. Dans la mesure où, quand on a créé la coalition C14, il n'a pas voulu prendre la tête. Et oui, on lui a proposé, il a refusé. Et il a exercé, il a travaillé dans l'intérêt de la C14 comme tous les autres. Je vous dirais même qu'il n'est pas souvent là. C'est moi qui l'ai représenté avec M. Patrick Lawson le plus souvent. Et parfois Isabelle Anéganvi. Lui-même, il se mettait en retrait parce que il sait très bien que ce que vous venez de dire, vous allez le dire. Même s'il évite que ça soit ainsi, on le dit quand même. Parce que c'est un moyen aussi pour les gratigner. Est-ce qu'il reste le meilleur parmi vous? Moi, je le crois. Sinon, il ne serait pas président de ce grand parti. Au-delà de l'ANC, en fait, la citation à l'époque, c'était qu'il est le meilleur parmi vous. Pour moi, non. Je dis, pour moi, il est le meilleur pour pouvoir prendre la tête du combat électoral. Si le congrès de l'ANC le choisit comme candidat, c'est parce que c'est le meilleur d'entre nous. C'est tout à fait clair. Est-ce que cela peut vouloir dire que, éventuellement, dans 5 ans, et s'il y a de nouvelles élections au Togo, et votre candidat sera une nouvelle fois Jean-Pierre Fabre? Il ne m'appartient pas de le dire. Nous avons un congrès, c'est l'instance supérieure, l'instance suprême de mon parti. C'est lui qui décide de qui est candidat ou pas. Tout à l'heure, en boutade, je vous disais, pourquoi pas président de la République? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui c'est telle personne, ce serait totalement irresponsable de ma part. Pour la première fois au Togo, une femme devient chef du gouvernement, c'est une surprise. Je ne sais pas si c'est également une surprise pour vous. Oh, moi ce n'est pas une surprise. Je ne suis pas sexiste. Que ce soit un homme ou une femme, c'est le travail que la personne sera amené à abattre qui m'intéresse, parce que je ne pense pas que un gouvernement
puisse être dirigée de manière familiale, entre amis, en laissant de côté l'intérêt supérieur de la nation. Je vous disais tout à l'heure que dans ce gouvernement-là, on a les mêmes personnes, quasiment la totalité. Ils sont là, ils sont autour du chef de l'État depuis des années, et que même il y a un parmi eux qui est là depuis 91. Et pas de façon continuelle quand même. Vous savez, quand vous faites une carrière ministérielle de plus de 30 ans, il faut que cela se dise. J'espère que M. Fogna-Sibé sait qu'il y a d'autres compétences, qu'il y a d'autres personnes au Togo. Quand vous parlez de compétences, est-ce que cela veut dire que si demain Fogna-Sibé vous faisait appel en tant que personnalité compétente, vous répondrez favorablement à son appel? Mais je suis inscrit dans l'opposition, je demande certaines choses d'abord. Moi, je ne peux pas, s'il y a une démocratie, si on était dans un pays démocratique, et que les lois sont respectées, la Constitution est respectée, le jeu de la compétition électorale est respecté, pourquoi pas? On a vu en France des gouvernements où de plusieurs tendances. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous avons un État monolithique en face qui considère les autres partis politiques comme des ennemis, des gens abrimés, non respectés. Non, mais en fait, ce que vous le vrai problème de l'opposition togolaise... Est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce que vous dites? Puisque non, c'est vrai. 2006, vous deviez être au gouvernement. En fait, certains avaient attendu que l'UFC, le parti auquel vous appartenez à l'époque... Si vous faites allusion à 2006, est-ce que l'accord politique global qui devait nous amener à ce compromis de gouverner ensemble, est-ce qu'il a été respecté? Non, dans la mesure où il n'a pas été respecté, on n'y va pas. Certains disent que c'est vous qui ne l'avez pas respecté. Mais non, mais comment on n'a pas respecté? On a dit qu'il fallait faire des élections, il fallait faire les réformes avant les élections. On ne le fait pas, on nomme un gouvernement, on bloque tout, on ne donne pas les moyens au Premier ministre pour mener les réformes, et on nous dit de rentrer dans un gouvernement pour quoi faire? En tout cas, c'est le passé. L'avenir se décline désormais avec le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe. Est-ce que vous la connaissez? Je ne la connais pas. Personnellement, vous ne la connaissez pas? Non, je ne la connais pas. Elle a fait cette déclaration devant les députés, et je cite, notre action collective a permis de réduire considérablement le taux de pauvreté de 67% à 50% en 2019. Comment ressentez-vous, vous personnellement, cette réduction dont elle fait allusion? J'ai suivi Mme Dogbe sur les antennes devant l'Assemblée nationale et j'ai souri. Ça me rappelle un peu le discours de son ami, celui qui l'a amené à M. Fogna-Sibé. Je veux parler de M. Humbo. C'est le même langage, c'est le même discours. Et je me demandais à un moment donné même si ça n'a pas été écrit par M. Humbo, le discours qu'elle a prononcé. On entend ça, la même chose, tout le temps. Alors, ce pays n'avance pas. Il suffit d'aller au marché de Lomé. Je ne vous dis pas d'aller à Saint-Cassé, je ne vous dis pas d'aller à Tanjouaré pour toucher du doigt. Si je cite ces deux préfectures, je peux citer plusieurs préfectures dans le même lot, que ce soit l'Amour, que ce soit le Wawa, ainsi de suite. Djarbanga, la plaine de mots, je veux dire, quand on touche la misère, tout comme à Lomé, les gens qui ont du mal à vivre, j'ai mal pour une femme qui dit cela. Je crois que ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée au marché. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu que les prix ont beaucoup augmenté et qu'il est difficile de s'alimenter correctement aujourd'hui au Togo avec 1000 francs ou 2000 francs. Elle-même, elle a été ministre s'occupant de ce problème-là pendant des années. Or, aujourd'hui, le SMIC est toujours à 35 000 francs. Le gouvernement a annoncé sa révalorisation bientôt. Ce sont le Saint-Pélégrin qui a été annoncé. On attend toujours la couleur. C'est comme l'échangeur qui a été annoncé. On voit toujours les couleurs. Les couleurs. Non. Respectons nos populations. La misère ambiante au Togo,
est très important. M. Fogna-Sibé est au pouvoir depuis 2005, nous sommes en 2020, faites le calcul. Quand vous allez dans certaines régions, même pas très reculées, dans le Zio ici, nos populations n'ont pas de l'eau potable. Les gens, il suffit de voir le nombre de gens diplômés qui font des émigrants à Lomé, et qui sont obligés de passer des journées en moto pour gagner difficilement leur vie. Et quand on parle de taux du chômage qui a régressé, j'ai mal pour ce pays. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si vous direz comme Nathaniel Olipio, vous demanderez si ce gouvernement est sérieux ou pas. Ça veut dire la même chose. Quand je dis que ça me fait mal, c'est que ils nous prennent pour des imbéciles. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant mon analyse que j'ai eu l'impression d'avoir entendu M. Humbo. Ça fait combien d'années que M. Humbo a quitté la primature au Togo? Et pourtant, on nous resserre toujours la même sauce réchauffée, mais mal réchauffée. Durant cette émission, vous avez remis la question de l'alternance au Togo sur le tapis. On sait que cette question, elle se pose d'une certaine manière également dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La problématique des mandats présidentiels, cette problématique est posée avec force en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Comment est-ce que vous analysez cette résurgence de cette problématique? Parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'est une question réglée au niveau de la CEDEAO. Malheureusement, non. Il y a d'ailleurs une motion en ce sens du Conseil national qui apporte son soutien aux populations en lutte dans plusieurs pays et qui demande à l'Union africaine d'intervenir pour que le respect de la Constitution soit une règle pour tous les États africains et que la limitation du mandat présidentiel soit une réalité. Parce que le problème du refus du respect de la limitation de mandat entraîne des tensions dans toute l'Afrique. Ce sont des problèmes de tension qui entraînent des pertes en vie humaine, qui entraînent des départs en masse de notre jeunesse. Donc il faut arrêter de jouer avec la vie de nos populations. Nous souhaitons vivement, comme l'a préconisé d'ailleurs le protocole additionnel de la CEDEAO, que la limitation des mandats présidentiels soit une règle dans toute l'Afrique. Nous le souhaitons. Et d'ailleurs, le chef d'État nigérian, là encore, dit il n'y a pas longtemps, il a invité ses pairs à respecter leur constitution et à respecter la limitation des mandats. Parce que c'est source de crise, c'est source de tension dans la sous-région. Avec ce qui se passe dans ces pays-là, est-ce que c'est pas aujourd'hui, quand on sait que le Togo était à un moment donné le mauvais élève de la classe CEDEAO, avec ce qui se passe dans ces pays-là, et est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir? Ici, en réalité, le mandat présidentiel est désormais limité. Est-ce qu'on peut craindre? Le Togo, avec la famille Nsibé, a toujours été le mauvais élève de la classe. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio jusqu'à aujourd'hui, nous avons... Mais est-ce qu'il est toujours, puisque le mandat est limité ici? Nous avons démontré au Togo toutes les possibilités d'escroquerie politique. Il nous reste quelques secondes pour conclure cette émission. En fait, vous avez dit quelque chose qui m'amène à vous poser cette question. Quand vous évoquez la pauvreté, vous parlez des prix sur le marché. Je sais que vous aimez le poisson. Et vous continuez par aller en chercher. Bien sûr. Je vais régulièrement au port de pêche. Je vais acheter mon poisson là-bas. Et d'ailleurs, ils ont déplacé le port. Ils ont fait de beaux travaux sur le côté bord de mer. Mais malheureusement, ils ont envoyé sur le sable chaud et sans couverture adéquat nos mamans qui étaient au bord de la criée et qui achetaient le poisson, qui nous revendaient avec des petits congélateurs d'appoint. J'espère que vivement un endroit
clos, protégé des intempéries, sera créé à leur intention. Et moi, non seulement je vais au port de pêche pour acheter le poisson parce que j'aime le poisson, mais je vais au marché. Je vais au marché pour acheter le doevi, pour acheter le gombo, parce que j'aime bien manger et j'aime faire la cuisine. Et régulièrement, chez moi, je prépare à manger et je connais très bien le problème des femmes, que ce soit à Tikodi, que ce soit à l'abattoir, j'y suis souvent. Et quand je vais là-bas, je suis très bien accueilli par nos mamans qui passent leur journée difficilement pour gagner leur vie. Merci beaucoup, Éric Dupuis, par 7 ans de plus. Je me dis que le marché aux poissons doit avoir encore beaucoup de choses à proposer aux clients. Je ferai un effort pour être sur ce marché le week-end prochain. Il faut y aller. Les gens sont très sympas et il y a vraiment des choses extraordinaires. Merci beaucoup d'être venu, Éric Dupuis. Cette émission, elle s'achève. Elle va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci beaucoup à Romaric Freitas d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Très bon dimanche à tous. Au revoir.